Tony ανακαταλάβει Νικόλας, θα μιλήσω γαλλικά, οπότε θα έχετε μετάφραση στα ακουστικά σας, για αυτούς που δεν ξέρουν γαλλικά. Tout d'abord, je voudrais dire que pour moi aussi, c'est un grand honneur, une grande joie d'avoir été choisi ou nommé pour te rencontrer. Je ne sais pas comment dire, animer la discussion. Je ne suis pas un animateur ni un critique. Je suis juste un amoureux du cinéma, spécialement du documentaire. J'essaie d'en faire quelques-uns. Et j'étais très impressionné, influencé, inspiré par tous les films de toi que j'ai vus. Je n'ai pas tout vu, hélas. Je n'ai pas vu le premier film. Donc, pour dire deux mots sur Nicolas, il a commencé le cinéma dans les années 70, après des études de philosophie, si j'ai bien compris. Il est originaire d'une ville moyenne de province, comme on dit en France, Nancy, une très belle ville. Donc, ce n'est pas un Parisien dans l'âme. Il est devenu Parisien après. Et il a commencé dans le cinéma comme assistant de... C'est ce que j'ai lu, hein, mais on n'en a pas parlé, de deux très importants cinéastes, un cinéaste francophone suisse, Alain Tanner, et un autre cinéaste important, René Alliot, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et qui est un peu entre la fiction et le documentaire, un peu tous les deux. Et après, il est passé à la réalisation lui-même, en commençant en 1978, hein, si mes informations sont bonnes, par un documentaire qui s'appelait La voix de son maître, et qui est un documentaire un peu atypique, parce qu'on fait souvent des documentaires sur des populations pauvres, marginalisées, etc. Lui, il a fait un documentaire sur des grands patrons d'industrie. J'aimerais beaucoup voir ce documentaire, je ne sais pas, peut-être on montrera des extraits. Je cite que quelques œuvres, hein, pas tous les films, parce qu'il a fait une quinzaine de films, long métrage, je crois, plus une quinzaine de courts métrages. Et en 1990, il a fait un film sur le musée du Louvre, qui s'appelle La vie de Louvre, et qui c'est un peu ce qu'on ne voit pas d'habitude quand on visite le musée, tout ce qu'il y a autour, les gens, les œuvres, etc., qu'on ne voit pas. Il a fait un autre documentaire en 1992, Le pays des sourds, un film dont il nous fait entrer dans un monde où le silence parle, un film sur les sourds, ou les gens qui n'ont pas accès à l'audition. En 1996, La moindre des choses, c'est son premier film sur la psychiatrie. C'est un film sur une clinique psychiatrique très importante en France, qui s'appelle Laborde, un film dans une institution psychiatrique atypique, hein, une psychiatrie ouverte, dont a beaucoup parlé Félix Guattari. Ensuite, il a fait un film que tout le monde connaît, je pense, entre vous, Être et avoir, en 2002. Un documentaire, je crois un des premiers documentaires, en tout cas en France, à avoir un succès énorme, un succès public énorme, puisque près de 2 millions de personnes en France, 2 millions de spectateurs en salle ont vu ce film, sans compter les gens qui l'ont vu à la télévision, et je crois à peu près autant de personnes à l'étranger. Le film est, en discutant avec des collègues en Grèce, est très connu en Grèce aussi. Il a fait en 2013 un film sur une institution prestigieuse, qui est la Maison de la Radio, c'est-à-dire la maison un peu comme Hearst en France, et on voit tout le monde, la fabrication des émissions, etc. C'est très intéressant, un film d'immersion dans la Maison de la Radio. Il a fait un très beau film, je crois, qui est présenté ici en 2018. Tous ces films sont très beaux, mais bon, je dis très beau parce que c'est un de mes préférés, qui s'appelle De chaque instant, un film sur une école d'infirmiers et d'infirmières, que vous pouvez voir ici au festival. En 2023, un autre film sur la psychiatrie, Sur l'Adamant, hein, qui était projeté hier soir, vous avez peut-être vu, et qui, je pense, va être reprojeté, suivi en 2024 par 2 autres films qui reprennent les héros de l'Adamant, l'un s'appelle La machine à écrire et autres sources de tracas, où il suit les gens qu'on voyait sur l'Adamant, on va les voir chez eux. Et un autre, la même année, qui s'appelle Averroès et Rosa Parks, sur une institution là, hospitalière psychiatrique très connue en France,
qui est l'ex-hôpital de Charenton, quand on était un peu différent, un peu ce qu'on appelle fou, entre guillemets. En France, on disait bah, tu vas aller à Charenton. Et ben voilà, il a fait un film sur cet hôpital-là. Mais avec les mêmes, on retrouve les mêmes, enfin la plupart des mêmes héros qu'on trouve sur l'Adamant et qui là sont dans l'institution parce qu'ils vont entre l'Adamant quand ils vont mieux, disons, et un retour à l'institution quand ils vont moins bien. Un film très intéressant. Et voilà. Et c'est ce qui est un peu de commun pour moi dans l'œuvre de Nicolas Philibert, c'est d'abord un regard très très spécial. Hein. Il y a une section à Cannes très bien nommée qui s'appelle Un certain regard. Pour moi, le documentaire, c'est un certain regard sur la réalité. Et ils donnent toute leur place aux êtres et aux lieux souvent invisibles ou marginalisés, avec un regard empreint de douceur, de compréhension, mais aussi d'une très grande rigueur cinématographique. Je crois que c'est, faut pas oublier, c'est pas, on associe souvent ce qu'on appelle à mal, à mon avis, le cinéma d'observation. Hein. J'aime pas du tout ce... Je pense que toi non plus. On l'associe à la caméra qui bouge tout le temps et qui va à droite à gauche et qui ne sait pas où elle va. Non, là, c'est très rigoureux hein, dans la façon de filmer parce qu'il nous invite à ressentir, à observer, mais aussi à partager l'émotion des autres, à partager leurs paroles et à essayer de comprendre l'autre. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est enfin, je pense que c'est propre au bon documentaire, mais c'est très présent dans l'œuvre de Nicolas, c'est qu'en essayant de comprendre l'autre, on se comprend soi-même. Et ça, c'est ça qui est fabuleux. C'est vraiment le sens du partage et le sens de l'humain, en fait, qu'est-ce que fait le fait de... Pour moi, la vie, c'est des rencontres. Et ces films sont toujours des rencontres avec des êtres humains et qui sont différents de nous, mais finalement, on voit qu'on partage les mêmes choses, et le fou, c'est un peu nous. Voilà. Le fou, entre guillemets, bien sûr. Bon, j'espère que ce soir, ça va être une rencontre, ce midi, ce matin, pardon. Ouais. Je vais un peu vite. Ça va être une rencontre, et j'ai envie de te poser une première question. Il m'a demandé que je l'ai appelé enfin, je lui ai écrit avant cette rencontre, et je lui ai dit comment veux-tu qu'on prépare. Il me dit ne prépare rien. S'il te plaît, ne prépare rien. Donc j'ai tout, à part cette feuille biographique, j'ai tout jeté. Et on va essayer parce qu'il est là, je vois le titre de la masterclass, je pense qu'il n'aime pas ce terme, masterclass, il nous le dira, c'est Improvise an Ethical Necessity. Et je sais que j'ai lu quelque part que son motto, son slogan, c'est programmer le hasard. Donc on va essayer, j'ai essayé ce soir de programmer le hasard, et ma première question sera, Nicolas, as-tu des enfants? Je ne vais pas répondre tout de suite, je voudrais d'abord vous saluer, vous dire bonjour, demander à celles et ceux qui ont des écouteurs si tout se passe bien de ce côté-là. Ça va? Vous n'en avez pas? Bon. Je voudrais remercier le festival de m'avoir invité. Le festival, un festival, c'est plein de gens. Il y a ceux qui travaillent toute l'année, et puis il y a tous les bénévoles qui sont là, qui ont un rôle important, un peu dans l'ombre. Et je les salue aussi. Et je voudrais te remercier pour tes mots d'accueil. Merci beaucoup. Première question. Alors, ce qui est bien avec cette première question, c'est que je peux répondre, comme je suis très fatigué, je peux répondre par oui ou par non. Je te propose aujourd'hui de me poser des questions auxquelles je pourrais répondre par oui ou par non. Je vais essayer. Blague à part, j'ai une fille, oui. J'ai une fille qui est graphiste. Voilà, elle s'appelle Cécile. Je te demandais ça parce que mon fils, j'ai 2 enfants, 2 jumeaux qui ont aujourd'hui 15 ans, et un garçon et une fille. Et mon fils, mes 2 enfants me disent souvent, mais quand je dis je vais faire un nouveau film, il me dit tu vas faire un film maintenant, pas un documentaire. Parce qu'en Grèce, quand on dit film, c'est un film de fiction. Et un jour, il m'a dit, mon fils, il avait 9 ans à peu près,
Il m'a dit, papa, je voudrais te dire un truc, mais ça ne te plaira pas. Il a dit, quoi? Dis-le. T'es sûr que tu veux que je le dise? Oui, oui, dis-le. Et ben, tu vois, finalement, j'aime pas le documentaire. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, dans un film, en général, tu as un héros, il a un problème, et à la fin, il résout son problème. Ben, dans un documentaire, c'est un peu pareil. Tu as un héros, il a un problème, mais il résout jamais son problème. Et alors, je voudrais te demander, Nicolas... Mais j'ai beaucoup entendu ça aussi Ouais. dans mon entourage. Toutes celles et ceux qui font du documentaire sont habitués à entendre cette question. Quand est-ce que tu nous feras un... C'était bien ce qu'on a vu, mais quand est-ce que tu nous feras un vrai film? J'ai entendu ça depuis 30 ans. Alors, pourquoi faire du documentaire et pas des vrais films? Ça n'est pas quelque chose qui correspond à une ambition au départ. Je ne me suis pas levé un jour en me disant je veux faire des documentaires. C'est pas comme ça. J'ai eu envie de me tourner, après mes études de philo, j'ai eu envie de me tourner vers le cinéma. Tu l'as dit, j'ai commencé par être assistant auprès de quelques cinéastes sur des films de fiction. Et j'étais attiré par le cinéma sous toutes ses formes. Mais je ne savais pas très bien moi-même ce que je pourrais faire. Quand j'ai commencé, je ne me sentais pas vraiment capable d'être un cinéaste, de réaliser. C'était pour moi trop ambitieux, trop grand pour moi. Et donc, j'ai commencé en effet comme assistant. Et puis, le premier projet, la première idée qui m'est venue, c'est un documentaire. Ce film sur les grands patrons, à une époque où les cinéastes qui faisaient des documentaires faisaient des films, en effet, sur les minorités, les gens qui étaient en lutte, les ouvriers en lutte, les paysans, les prisonniers, les femmes en lutte, etc. C'est une période très militante. Et j'ai eu envie, avec un ami, c'est un film qu'on a fait à deux, j'ai eu envie de faire un film sur la parole du pouvoir, le pouvoir économique, sur ces très grands patrons qui étaient des gens tout à fait dans l'ombre, mais qui avaient vraiment les clés du pouvoir. Et j'ai envie de dire, quand j'ai fait ce premier film documentaire, je savais à peine ce que c'était que le documentaire. Pourquoi? Parce qu'on en voyait très peu. On est à la fin des années 70. Il y a très peu de documentaires dans les salles. Aujourd'hui, en France en tout cas, on en voit beaucoup. Ici, je pense que je crois comprendre que c'est beaucoup plus compliqué pour voir des films documentaires en salle. À l'époque, en France, pareil, on en voyait vraiment très peu. Et j'avais peut-être vu tout au plus 8 documentaires dans ma vie. Donc, je ne savais pas très bien ce que c'était. Et en faisant ce premier film, j'ai pris goût, au fond. J'ai commencé à découvrir qu'il y avait des cinéastes, des écritures, des styles, des approches différentes, que le documentaire, c'était un vaste territoire, pas aussi vaste qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà Frédéric Wiseman, dont j'ai commencé à découvrir les films à ce moment-là, Johan van der Keuken, grand cinéaste néerlandais, qui a ouvert plein de pistes, quelques cinéastes québécois, Pierre Perrault, Michel Brault. Je cite des hommes. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Je cite des hommes parce que le cinéma documentaire, le cinéma en général, était dans les mains des hommes. C'est en train de changer, ça commence à changer, heureusement. Mais à l'époque, c'était vraiment... les films étaient faits presque tous par des hommes. Bref, j'ai commencé à découvrir que le documentaire, c'était pas ce qu'on nous racontait, c'était pas une vision froide, distante, objective sur le monde, mais qu'il y avait 1001 façons de regarder et de raconter le monde. Et ça m'a donné envie de
de continuer. Alors après ce premier documentaire, j'en ai fait un autre, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à aujourd'hui. Donc j'appartiens à ceux qu'on appelle les documentaristes. J'aime pas beaucoup ce mot. J'aime bien le mot documentaire. Documentariste, je trouve que c'est un mot un peu enfermant. Mais voilà, c'est ce que je suis. Et apparemment, tu as cité Wiseman, Van der Keuken, tu n'as pas cité Raymond Depardon, mais tu appartiens quand même à une lignée, à une catégorie, je ne sais pas, on peut mettre de documentariste, disons. Comment on pourrait appeler ça? Parce que tu n'aimes pas, moi non plus, le film d'observation. Comment on pourrait appeler ça? Nous sommes des cinéastes, tout simplement. On est des cinéastes, des réalisateurs, des réalisatrices, des cinéastes. Alors on a parlé du pourquoi, maintenant on va parler du comment. Tu as ce motto, programmer le hasard. Comment tu peux expliquer ta démarche? Comment tu commences un documentaire? Comment tu commences? J'aime beaucoup cette question parce que pour moi, tout est lié. Je dis souvent, pour faire un film, j'ai besoin d'un point de départ fort. Pour autant, quand je démarre un film, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quel chemin le film va prendre, je ne connais pas son point d'arrivée. Souvent, on dit aux étudiants, notamment aux étudiants de cinéma, il faut que vous prépariez, il faut que vous sachiez où vous allez nous emmener, etc. C'est pas mon cas. Je prépare, je dirais, le moins possible. Mais j'ai besoin d'un point de départ fort. J'ai besoin d'avoir la conviction que si je vais là, dans cet endroit, à la maison de la radio dont tu as parlé, dans telle institution psychiatrique, dans une école pour le film Être et avoir, etc., si je n'ai pas la conviction qu'il y a un potentiel, alors il n'est pas sûr que j'y aille, que je me jette dans ce projet. Un potentiel, c'est-à-dire la promesse de quelque chose, l'idée que quelque chose va pouvoir surgir, va pouvoir éclore devant la caméra. Ça n'est pas, c'est important pour moi, ça n'est pas le sujet. C'est pas une question de sujet. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet pour un film. Il n'y a pas de petit ou de grand sujet. Ou plutôt, on peut faire un grand film sur un petit sujet. Un sujet apparemment banal, anodin, quelconque. Et on peut faire un mauvais film sur un grand sujet. Donc, je le dis souvent comme ça, la grandeur d'un film, la beauté d'un film n'est pas proportionnelle à l'importance du sujet ou à l'importance de la cause que le film défend, quand il en défend une. Combien de mauvais films sur des causes, des grandes causes, hein, on voit ça, il y a des films militants qui sont, hélas, de mauvais films et qui pourtant s'emparent d'une cause importante. Mais voilà. Donc ce qui m'importe pour me lancer dans un projet, c'est pas tant le sujet. Quelquefois, il n'y a même pas de sujet. Quand je décide de faire un film comme sur l'Adamant, quel est le sujet du film? C'est pas un film sur la psychiatrie, c'est un film en psychiatrie. C'est pas pareil du tout. Alors, mais en revanche, je sais, je sens, je vois bien que si je vais là, dans cet endroit, si je monte à bord de cette structure flottante, l'Adamant, ce lieu d'accueil de patients psychiatriques, ce lieu effervescent dans lequel il se passe tous les jours beaucoup de choses, des petites choses, des grandes choses. Je sais qu'il y a un potentiel, qu'il y a une promesse, qu'il
que je vais pouvoir, sauf à m'y prendre sauf à ne pas réussir à créer un climat de confiance, je vais pouvoir au fond créer des relations avec les personnes qui sont là, et de telle sorte que les uns et les autres, les unes et les autres, vont pouvoir nous donner quelque chose. Et c'est ça que je vais essayer de filmer. Mon travail consiste, et on va revenir à cette notion, programmer le hasard. Programmer le hasard, c'est essayer peut-être de créer les conditions cinématographiques, esthétiques, économiques, politiques, éthiques, relationnelles, pour que des gens aient envie de jouer le jeu, de jouer avec moi, de nous donner quelque chose. Non seulement à moi, mais aux spectateurs. S'adresser à moi pour dire quelque chose. Au fond, servez-vous de ma caméra pour nous dire des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, le hasard est programmé au sens où je suis venu là, avec cette idée-là, recueillir ce qu'on voudra bien me donner, mais je ne sais pas du tout ce qu'on va me donner, et je ne veux pas le savoir à l'avance. Je n'ai pas envie que le film soit mis sur des rails avant même de commencer à le faire. C'est pour ça que, je le dis aussi, et hier tu m'as posé cette question, hier tu m'as dit, tu fais manifestement des films pour apprendre plutôt que pour instruire les autres. En effet, je ne cherche pas, à travers mes films, à instruire les autres. Je ne suis pas dans une position de sachant, de savant. Je ne suis pas celui qui sait et qui dit aux spectateurs, aux spectatrices, voilà ce qu'il faut que vous sachiez sur telle ou telle réalité, tel endroit, tel sujet. Je suis plutôt celui qui essaye de comprendre un peu le monde dans lequel je suis, le monde dans lequel nous sommes, qui essaie de comprendre chez les autres ce qu'ils ont à nous raconter, ce qu'ils peuvent me dire de moi-même aussi. C'est un peu tout ça. Donc, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu dis être là, etc. Le lieu est très important pour toi. D'abord, le premier choix, c'est un lieu, et après des personnes, bien sûr, qui sont dans ce lieu. Et comment tu fais pour... Alors, le Pays des Sourds, c'est un lieu imaginaire. Ouais. C'est un lieu virtuel, ouais. mais sinon, la ville Louvre, la Maison de la Radio, une petite école, une institution psychiatrique, en effet, ce sont peut-être d'abord des lieux avant des lieux, des institutions, ici ou là, au fond, des lieux qui rassemblent. Et cette idée il y a derrière l'idée du lieu, il y a l'idée d'un groupe, d'un collectif, d'une communauté de gens, d'un collectif de gens, voilà. Parce que je crois que je suis attentif à la façon que nous avons d'essayer de vivre tous ensemble, de vivre ensemble. C'est un terme un peu galvaudé, le vivre ensemble. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui m'importe. Donc c'est oui. Des lieux dans lesquels les gens vivent déjà ensemble, c'est des espèces d'institutions, on peut parler d'institutions au sens wisemanien du terme. Et comment tu fais pour approcher ces gens? Tu vas tout de suite avec ta caméra ou tu les rencontres d'abord? Comment tu procèdes? Non, alors pour chaque film, c'est un peu différent à chaque fois, mais la caméra arrive assez vite. Je ne suis pas celui qui va passer 1 mois, 2 mois, 3 mois en observation. J'ai beaucoup entendu quand j'ai fait
ce film Être et avoir dans une école, parce que les enfants de la classe semblent aux spectateurs extrêmement spontanés. Ils sont très vivants, très spontanés. Et souvent, les gens disent « Mais comment vous avez fait pour que ces enfants oublient la caméra, et comment vous avez fait pour qu'ils soient si spontanés, etc. Vous avez passé quoi, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour habituer les enfants à la caméra ?» Non, pas du tout. On a filmé dès le premier jour. Il y a eu une réunion avant avec les enfants, les parents, l'instituteur. Une longue réunion. Tout le monde a pu poser les questions qu'il souhaitait. Et 3 semaines après, je suis venu avec la petite équipe. On était 4. Le premier matin, les enfants ont joué avec notre matériel. On a sorti nos outils la caméra, le magnéto, la perche. Les gamins ont joué avec le matériel. Ils avaient besoin, ils étaient curieux. Et comment ça marche? Ils sont venus faire des grimaces devant la caméra. Voilà. Et puis l'après-midi, ils se sont mis au travail, et nous aussi, et on a commencé à filmer. Dans certains cas, c'est un peu plus long. Quelquefois, pour l'Adamant, par exemple, je ne suis pas arrivé avec une caméra. Ça serait brutal, ça serait tout à fait totalement inconvenant. Il faut d'abord prendre le temps d'expliquer. Même si je ne sais pas encore de quoi sera fait le film, il m'appartient d'expliquer un peu, même si je ne le sais pas toujours très bien, d'expliquer un peu ce que je suis venu chercher, ce que je fais là. Il m'appartient d'essayer tout d'abord de dire aux personnes qui sont là que chacun doit pouvoir très librement accepter ou refuser d'être filmé. Et il ne faut pas culpabiliser. On n'a pas envie d'être filmé. C'est aussi respectueux. Je ne suis pas quelqu'un qui insiste, qui tanne les gens pour... Non, quelqu'un ne veut pas être filmé. C'est son droit le plus strict, et il n'y a pas à discuter. Mais bien souvent, et c'est normal, les gens ont besoin un peu de temps pour se décider. Il y a donc des gens qui disent « Moi, j'ai pas trop envie », mais au bout de 2-3 jours, ou 5, ou une semaine, ils vont dire « Ah, finalement, vous n'êtes pas aussi... j'avais un peu d'appréhension, mais pourquoi pas ?» C'est bien normal de prendre un peu ce temps. On a envie de savoir qui sont ces cinéastes qui viennent comme ça nous braquer une caméra sous le nez. Voilà, donc c'est important pour moi de pouvoir expliquer aussi clairement que possible de quoi il s'agit. C'est un film. Nous venons ici pour faire un film. C'est un film qui sortira au cinéma, puis qui sera à la télévision, en DVD, sur les plateformes. Si vous acceptez d'être filmé, sachez que... mais est-ce qu'on pourra... est-ce que vous allez nous associer au montage? Non. Je vous demande de me faire confiance sur ce point. Je ne vais pas soumettre le montage à tout le monde, parce que sinon, il n'y a plus de film. D'accord. Bon, c'est important de pouvoir dire toutes ces choses-là en amont, de les dire et de les redire. De dire aussi, par exemple, que filmer, c'est accumuler souvent beaucoup de matériel, et puis il n'en reste qu'une toute petite partie dans le film. On a engrangé 40 heures d'images pour un film d'1h45. Vous vous rendez compte de tout ce qui va rester sur tout ce qui ne sera pas monté? Alors, peut-être que je vais peut-être filmer certains d'entre vous, et puis
il n'est pas sûr que vous soyez dans le film à l'arrivée. Vous serez peut-être coupé. Ah oui, on sera peut-être coupé. Mais si vous n'êtes plus dans le film, c'est pas parce que vous êtes moins bien que les autres, moins intelligent, moins beau. C'est parce que faire un film, c'est construire quelque chose, c'est construire une narration. Et que peut-être que dans cette narration, il y a des choses qui seront conservées, qui seront utiles, et d'autres, tout d'un coup, qui seront redondantes ou qui ne seront pas. En tout cas, sachez que un film, c'est pas un best-of, c'est pas le bout à bout des plus belles séquences. C'est plus compliqué. Voilà, ça fait partie des choses qui me semblent indispensables d'expliquer en amont pour que les personnes qu'on est venu filmer, qu'on aimerait filmer, puissent, en toute connaissance de cause, dire « moi je veux bien, moi j'ai besoin de temps, moi je veux pas, on verra », etc. Puissent se déterminer en fonction de tout ça. Il y a des questions corollaires à ça, c'est que tu arrives, tu veux faire un film, tu connais pas le sujet, tu sais pas où il va. Où est-ce que tu trouves de l'argent pour faire ça? Bon, maintenant, tu es une école à Félibert, tu as des succès, mais au début, comment est-ce que tu pouvais convaincre des gens, des financiers, des institutions, de te donner de l'argent pour faire un film dont tu ne sais ni le sujet, ni où il va? Oui, c'est une question très importante, puisque on est quand même toujours contraint de trouver de l'argent, et pour trouver de l'argent, d'écrire un projet. Alors, à quoi ressemblent les projets tels que je les écris? Je dirais que je ne cherche pas à faire croire aux lecteurs, membres des commissions et autres producteurs, financeurs, coproducteurs, je ne cherche pas à bluffer, c'est-à-dire à faire croire que je maîtrise mon sujet. Pas du tout. Je cherche, au contraire, à expliquer, j'essaie d'expliquer un peu quels sont les enjeux, les difficultés que j'aimerais auxquelles je vais me confronter. J'essaie d'expliquer je décris un peu le petit monde que j'ai envie d'approcher, mais je ne fais pas mystère des zones d'ombre à ce moment-là. J'ai dit, voilà, par exemple, je me souviens que quand j'ai fait un premier film en psychiatrie à la clinique de la Borde, en 95, je ne savais pas du tout si je réussirais à faire un film là, mais j'ai expliqué comment je voulais essayer de m'y prendre, sans garantie. C'était pas sûr. Je vais filmer. Il y a du théâtre à la Borde. Je vais essayer de peut-être filmer un peu le théâtre. On est en psychiatrie, mais il y a du théâtre. Ah, s'il y a du théâtre, c'est qu'il y a des gens qui acceptent de jouer, de se montrer. Et donc, peut-être que c'est par ce biais que je vais pouvoir un petit peu filmer ce qui se passe dans cet endroit. Mais c'est pas sûr. Donc, le texte décrivant le projet s'appuie sur des questions, sur des doutes, sur mes scrupules, sur les difficultés à faire un film en psychiatrie. C'est certainement pas un texte comme ça qui dit, voilà, messieurs, dames, je vais... Non, d'une manière péremptoire ou si sûre d'elle. Et je crois que le fait d'être à cet endroit très authentique, ne pas faire mystère des difficultés, c'est ce qui a, au fond, gagné la confiance des lecteurs et des financeurs. Ça demande des lecteurs compréhensifs. On en sait quelque chose ici parce qu'on est obligé, quand on donne des projets de ce type, je ne dis pas qu'on fait le même documentaire, mais de ce type d'approche de documentariste,
On est souvent obligé de dire des mensonges, de faire semblant de savoir comment ça va finir, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment en faisant le film, quand tu vas un peu, pas à l'aveuglette, à l'intuition, disons, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu dis « that's it ». Il y a des mots anglais qu'on ne peut pas traduire, un mot comme « core ». What's the core of the film? What's the film really about? Et j'ai l'impression qu'il y a toujours un moment où on trouve « ah oui, c'est ça ». On croyait être... Le sujet n'a pas d'importance, bien sûr, mais il y a un moment où on sait quel est le cœur du film, vraiment l'essence du film. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où, comme ça, tu as une révélation, l'essence du film, c'est ça? Mais quelquefois, ce que tu décris là, ça n'arrive que bien plus tard, parfois. Quelquefois, on fait le film et jusqu'au bout, quand j'ai fait ce film à la clinique de Laborde en 95, je filmais du théâtre, je filmais des répétitions, je filmais bien des situations de la vie quotidienne dans la clinique, mais j'étais en tout cas tout à fait incapable de dire en 2 mots quel est le sujet du film. Et jusqu'au bout, et encore aujourd'hui, je ne peux pas enfermer le film dans une définition en quelques mots. C'est pas un film sur le théâtre, même s'il y a du théâtre. C'est pas un film sur la psychiatrie, mais en psychiatrie. C'est un film sur nous. C'est un film sur nous, les humains. Un des personnages sur l'Adamant dit quelque chose de très beau, et qu'on sent dans les 3 films sur la trilogie, sur la psychiatrie. Il dit regardez, il y a des grands acteurs ici, c'est tous des grands acteurs, vous n'avez pas fait attention. Effectivement, quand on voit tes héros, on a l'impression que c'est des grands acteurs. C'est pas dans le sens où ils jouent quelqu'un d'autre, mais dans le sens où ils sont eux-mêmes face à la caméra. Et ils sont, excusez-moi pour les soignants, mais ils sont bien meilleurs que les soignants, qui eux, on a l'impression qu'ils se regardent un peu, ils sentent la caméra, tandis qu'eux, ils sont comme si la caméra, effectivement, n'était pas là. Je ne pense pas que les patients soient meilleurs que les soignants. C'est ce film sur l'Adamant privilégie, je dirais, la parole des patients. Mais les soignants sont, dans le film, sont un peu en retrait. Ouais. Mais ils n'en sont pas moins présents. Ils sont là. Et ce sont eux qui permettent ça, qui permettent qui est cette effervescence, qui est le quotidien de l'Adamant est inventé jour après jour par les patients, les soignants, ensemble. Alors, le film, en effet, met l'accent sur les patients, on va dire sur les passagers. C'est plus joli. Mais et quand dans cette façon de filmer, ça pourrait s'arrêter jamais. Tu dis 40 heures, ce qui me semble léger. Mon monteur dans la salle, il sait très bien qu'au début, on peut avoir 100 heures, on peut avoir 150 heures. Des jeunes cinéastes, ils arrivent avec une salle de montage avec 150 heures de rush. Oui. Comment tu sens que là, j'ai mon film? Oui, c'est vrai. Tu sens que quand est-ce que je m'arrête? Oui, c'est important parce qu'il y a un moment où je pourrais continuer, en effet, c'est vrai. Mais il y a un moment où je dirais, c'est le désir de commencer à monter qui prend le pas sur le désir de continuer à filmer. C'est comme ça chez moi. Il y a un moment où je me dis, bon, allez, je pourrais venir encore la semaine prochaine filmer, mais maintenant, j'ai envie de voir comment ce que j'ai engrangé peut commencer à se
comment est-ce que je peux commencer à monter. J'ai envie de me mettre devant ces images et de trouver le début, je sais pas. Ce désir-là, tout d'un coup, l'emporte sur le désir de continuer. Donc, tu filmes et tu montes toi-même. Depuis, oui, je fais le cadre, je filme, oui, et je monte, oui. On pourrait peut-être voir un peu ce que tu fais maintenant. Tu as amené des choses à nous montrer, peut-être. Je vais vous montrer un extrait Je vais vous montrer l'extrait d'un film dont tu n'as pas parlé, qui est à mes débuts, après ce premier film sur les patrons, j'ai eu beaucoup de difficultés à continuer. Ce film sur les patrons devait passer à la télévision, il a été censuré, il n'est toujours pas passé. Il y a eu vraiment une censure politique. Et pendant les années qui ont suivi, j'ai eu du mal à trouver des... Ça m'a un peu cassé, j'ai eu du mal à rebondir. Et j'ai rebondi grâce à des gens qui m'ont passé des commandes. Pendant 2-3 ans, j'ai fait des films d'aventures sportives, des films de montagne. Et je vais vous montrer un extrait d'un film de montagne. Très bien. Il s'agit d'un jeune alpiniste, brillant. On est en 86, 87. Cet alpiniste est un homme qui fait des choses extraordinaires dans le massif du Mont Blanc, dans les Alpes, en Italie, etc. Et là, il s'était donné pour ambition de gravir les 3 plus grandes faces nord des Alpes, les 3 plus difficiles, en hiver, seul, sans corde, en un minimum de temps. On voit un extrait. Ok, c'est bon. Tora. Allez, tout à l'heure.
parler, parle-moi. Allô, 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 Christophe, pour Sylviane, si tu peux parler, parle-moi. Il faut que je montre ce film à mon fils. Il comprendra que dans un documentaire, le héros peut résoudre son problème à la fin. J'avais envie de montrer cet extrait parce que je filme là un homme qui risque sa vie devant la caméra. Et c'est quelque chose ça va pas de soi de filmer ça, de filmer un homme qui prend de tels risques à chaque pas, puisque le moindre faux pas peut entraîner sa chute et sa mort. C'est quelque chose qui est, pour moi, qui a été très compliqué, qui a nécessité de longues discussions avec lui avant de le filmer. J'avais besoin de comprendre que la caméra n'allait pas le pousser à en faire trop. Vous savez bien que l'arrivée d'une caméra quelque part change les comportements. Elle modifie le réel. Le réel n'est plus le même quand il est filmé. Ça devient un réel filmé, c'est autre chose. Et filmer quelqu'un qui cherche à montrer ses capacités, son talent d'alpiniste, de grimpeur, c'est quelque chose qui pourrait pousser l'alpiniste à en faire un peu trop pour la caméra, aller un peu plus vite qu'il ne devrait, oublier certaines règles de prudence, bref, risquer prendre des risques inconsidérés. Est-ce qu'il sera à même de tenir face à la présence d'une équipe? Il y a là 2 caméras qui sont venues s'accrocher. On s'est accroché dans la montagne. Ça a nécessité des gros moyens, d'une certaine manière, pour qu'on vienne là, etc. Est-ce qu'il pourra résister à cette pression-là? Au fond, cette question renvoie à la responsabilité du cinéaste. Filmer documentaire, c'est parfois... nous avons une responsabilité face aux personnes qu'on filme. Moi, j'appelle souvent ça la question de l'après. Filmer en documentaire, c'est pousser des gens un peu dans la lumière. C'est souvent des gens qui sont dans l'ombre et on va les pousser dans la lumière. Et puis, une fois le film fini, ces personnes-là vont retourner dans l'ombre. Mais ça sera plus tout à fait pareil pour eux. Quelque chose aura changé. Ils ou elles auront été les protagonistes d'un film. On ne les regardera plus de la même manière. Le réel sera un peu différent par la suite. On ne sait jamais d'avance ce que ça va produire. Il n'y a pas d'instrument de mesure pour dire voilà ce qui va se passer après. Les uns vont réagir d'une certaine manière. On ne sait pas ce qu'on laisse derrière soi quand on fait un film. Mais toujours est-il il me semble que les cinéastes que nous sommes, on doit essayer d'y réfléchir un peu en amont, même si ça règle pas tout, ça règle parfois rien, mais il faut y penser un peu. Il y a parfois des suites judiciaires, ça arrive, ça m'est arrivé une fois, mais voilà. Donc, oui, on a face
aux personnes qu'on filme une forme de, oui, de responsabilité vis-à-vis de ces personnes. Oui. Je crois que maintenant, on peut en profiter pour faire une petite, pas une pause, mais écouter le public, écouter ses questions et s'efforcer d'y répondre. Alors, il y a une procédure pour les questions, c'est que comme il y a une traduction simultanée, il faut absolument que quand vous posez une question, vous parlez dans le micro. Πρέπει να μιλήσετε στο μικρόφωνο για να μπορέσει να έχει μια μετάφραση. Αλλιώς δεν σας ακούνε. Γεια σας. Όποιος θέλει λοιπόν να κάνει μια ερώτηση στα ελληνικά, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Κύριος εδώ. Εσείς. Είχατε αναφέρει ότι όταν νιώσετε έντονη την επιθυμία του μοντάζ, σταματάτε το γύρισμα. Έχει τύχει σε κάποιο έργο σας να βιαστήκατε να μοντάρετε και πιθανόν να μην το είχατε καλύψει όλες τις πτυχές του θέματος? Ευχαριστώ. Vous avez dit que au moment où vous ressentez que maintenant il faut monter le film, vous arrêtez le tournage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte après que le moment où vous avez décidé d'arrêter de tourner, c'était trop tôt? Il m'arrive au montage de souhaiter retourner un petit peu. C'est arrivé chez moi plusieurs fois, de retourner un peu, quelques jours, parce qu'il manque une pièce dans le puzzle peut-être. Et c'est pas si fréquent, mais ça m'arrive, oui. Κάποια άλλη ερώτηση? Ναι, εσείς. Περιμένετε μόνο το μικρόφωνο. Salut. Είπατε ότι λόγω του ηθικού θέματος, επειδή σμπρώχνουμε ας πούμε, τον αλπινιστή να κάνει ίσως η κάμερα κάτι παραπάνω από αυτό που θα έκανε, αν ομιγέννητο συνέβαινε ένα κακό, δηλαδή έπεφτε ο αλπινιστής και σκοτωνότανε. Λέμε τώρα σε αυτή την περίπτωση, θα έβγαινε αυτή η ταινία, το ντοκιμαντέρ στον αέρα, θα είχε να κάνει με τους σπόνσορες, το ηθικό θέμα? Une question de morale. Vous avez dit qu'il y a une responsabilité, par exemple, l'alpiniste que vous avez montré, au cas où le pire arrive et il a un accident, il est mort. Que faites-vous après? Est-ce qu'après vous allez montrer le film? Est-ce qu'il faut le montrer? Est-ce que vous êtes obligé de le montrer à cause des sponsors, par exemple? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne peux pas vous répondre d'une manière très claire sur ce point-là parce que je ne sais pas. Ça n'est pas arrivé, heureusement. Mais Ναι, εσείς. Εδώ. Η μετάφραση είναι απευθείας. Για τις απαντήσεις. Yeah. You mentioned you have a background in philosophy. I'm wondering, as French, I mean, there's this Gilles Deleuze who has his cinema books, or French are reading Heidegger's things about being, the event. Is there any influence from your background of philosophy that goes into the films that helped you, or did you just push philosophy behind? Vous avez besoin que je traduise? Non, je crois avoir compris la question. Ok. Comme vous voulez. Si, j'ai pas fait des études très poussées en philosophie. J'ai fait 3 ans d'université. J'ai pas été plus loin.
Est-ce que, sans doute que d'être passé par là m'a ouvert les yeux sur est-ce qu'il y a un lien avec la suite? Sans doute, mais je ne saurais pas dire très bien lequel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, et je veux le redire, parce que c'est pour moi extrêmement essentiel, je ne fais pas mes films à partir d'un discours philosophique ou autre. Je ne fais pas mes films à partir d'un vouloir dire, d'une intention. Quand l'intention est trop forte, on passe à côté de l'essentiel, on passe à côté du cinéma. Le cinéma, pour moi, la beauté au cinéma, je le dis souvent comme ça, la beauté au cinéma, c'est quelque chose qui est souvent lié à l'imprévu. Quand on la cherche à tout prix, qu'on veut faire beau, on tombe bien souvent dans l'esthétisme. Et souvent, je trouve que les beaux moments de cinéma, c'est souvent les moments de grâce au cinéma, ce sont bien souvent, des moments inattendus. Quelque chose s'est produit qui était imprévu et qui, tout d'un coup, illumine le film, alors que on ne s'y attendait pas. Ça, c'est pour moi vraiment essentiel. Ça rejoint la question qui est ici. Une forme d'éthique. Je ne peux pas faire un film à partir d'un discours sûr, d'un discours savant. Voilà ce qu'il faut savoir sur telle ou telle question, etc. Je vais vous instruire, j'ai une approche au fond assez humble par rapport à ce que je filme. Je suis humble par rapport à ce que j'essaie de comprendre, de récolter. J'essaie de comprendre. Tout à l'heure, tu me demandais, est-ce qu'il y a un moment où, ça y est, Mais bien souvent, je fais un film pour essayer de comprendre pourquoi j'ai voulu le faire. Et une fois que je suis au bout, je ne le sais pas toujours. J'en sais peut-être un peu plus, mais je ne sais pas encore complètement pourquoi j'ai voulu le faire. Alors j'en fais un autre. Mais c'est souvent... Hier, à propos de l'Adamant, il y a eu une question sur le brouillard. Quand j'ai fait ce film sur l'Adamant, quand je suis monté à bord de cette structure flottante pour filmer ce centre de jour en psychiatrie, je ne savais pas du tout ce que j'allais filmer. Tout était à faire, tout était à construire, et c'était magnifique pour ça. Si j'avais su d'avance ce que j'allais filmer, je me serais profondément ennuyé. Si je devais faire des films à partir d'un plan de travail, à partir d'un scénario, c'est pour ça que je ne fais pas de la fiction, au sens fort du terme, parce que je ne saurais pas faire, je m'ennuierais si je devais appliquer ce qui est écrit d'avance. Et donc, mes films naissent dans le brouillard, et j'avais envie de terminer ce film sur l'Adamant par des images de l'Adamant dans le brouillard. Et c'est la seule chose que je savais quand je suis monté à bord. Tiens, le film, je vais le terminer dans le brouillard. J'adorerais faire un film complètement dans le brouillard. C'est très grec, ça. Le malheur veut que, à cause des changements climatiques, de l'urbanisation, il n'y a quasiment, je l'ai appris des météorologues, il n'y a quasiment plus jamais de brouillard dans Paris intramuros. Ça n'existe quasiment plus. Donc, pendant mon tournage,
j'ai passé 2 mois à mettre le réveil à 5 heures du matin pour regarder le ciel. Alors, il y a des personnes qui travaillent sur l'Adamant, qui vivent en banlieue et qui, quelquefois, me téléphonaient. « Nicolas, à Ivry-sur-Seine, il y a du brouillard. » Je m'habillais à toute vitesse, je prenais ma voiture, j'allais sur l'Adamant. Il n'y en avait pas. J'ai fini par filmer un tout petit brouillard pour la fin du film, mais c'est presque miraculeux. J'ai fait un grand détour. J'ai fait un peu de philo, mais c'est quelque chose qui me... Mon père était professeur de philo. Ça a certainement joué aussi. Voilà. Η επόμενη ερώτηση είναι αρχικά εδώ η κυρία με το κόκκινο. Θέλω να σας κάνω 2 ερωτήσεις. Πρώτη είναι αν έχετε παρακολουθήσει την εξέλιξη όσον αφορά τα ντοκιμαντέρ που κάνατε για τα θέματα ψυχικής υγείας, την εξέλιξη των ανθρώπων, αν έχουν πάει σε σπίτια, αν έχουν διακόψει τα φάρμακα κλπ. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πάνω στα ντοκιμαντέρ σας που αφορούν τα θέματα ψυχικής υγείας, αν έχετε βρει αντίσταση από τους κλασικούς ψυχιάτρους και αν έχουν παρέμβει όσον αφορά την εξέλιξη των ντοκιμαντέρ. Ευχαριστώ. Alors, c'est 2 questions en une. La première, c'est est-ce que vous avez suivi les gens, les personnes que vous présentez dans ces 3 films? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui arrive après, s'ils habitent quelque part, s'ils ont continué à prendre leurs médicaments? Qu'est-ce qui se passe avec leur vie? Alors ça, c'est la première partie. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez rencontré un genre de résistance par les psychiatres classiques en réalisant ces films? S'il y avait un autre avis, s'ils n'étaient pas d'accord? Alors, je ne connais pas le dossier médical des personnes que j'ai filmées. Je ne sais pas s'ils continuent ou pas à prendre leurs médicaments, c'est pas ma question. J'ai filmé sur l'Adamant et dans d'autres lieux en psychiatrie, puis j'ai filmé des hommes et des femmes sans savoir connaître leur... sans être capable de mettre un nom sur leur souffrance. Sont-ils schizophrènes ou ci ou ça? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste et je ne cherche pas à savoir ce qu'il en est de ce côté-là. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque film, pour moi, c'est à la fois une aventure de cinéma et en même temps une aventure humaine, que faire des films, c'est l'occasion de rencontrer des gens, de les connaître, et que les relations ne sont pas finies une fois le film fini. Je continue à fréquenter des personnes que j'ai filmées dans les années 90, dans les années 80. J'ai fait un film dans le monde des sourds. Le mois dernier, j'ai présenté ce film avec une femme qui était filmée à l'époque, en 91. Vous voyez, je continue à avoir des liens avec tout un tas de gens que j'ai filmés. Et en particulier, là, avec l'Adamant, je continue à aller sur l'Adamant assez souvent. J'y suis allé il y a quelques semaines. J'étais invité par l'Atelier Radio pour parler des bonus. Quand on fait un film qui a un DVD, il y a des bonus. Quelques semaines plus tôt, on a fait une projection des bonus, puis suivi d'une de 2 heures de conversation avec les patients, les soignants, et puis un pot après, un buffet. Voilà, je suis revenu depuis. J'irai bientôt, sans doute. Vous voyez, l'aventure
continue bien au-delà du tournage et du montage. D'abord, les gens que je filme sont toujours les premiers à voir mes films. Et pour moi, c'est essentiel de pouvoir montrer le film une fois fini, en priorité à ceux qui en sont les protagonistes. Voilà, donc il y a un après, il y a quelque chose qui se continue. C'est pour moi très important. L'autre question, les psychiatres que j'ai rencontrés dans cette aventure ont tous été extrêmement ouverts, compréhensifs. Il faut dire que le film que j'ai tourné en psychiatrie en 1995 est un film qui a énormément circulé dans le monde de la psychiatrie, que ça m'a beaucoup aidé. C'est un film que certains psychiatres, que certains soignants, que certains patients connaissent, ont vu et revu. Ça m'a beaucoup aidé. Le film a contribué, m'a un peu servi de passeport. Et donc, quand je suis venu proposer à l'Adamant d'y faire un film, quand je suis venu à l'hôpital Esquirol à Charenton de faire un film, les portes ont été ouvertes, je dirais, assez simplement. On m'a fait confiance. Voilà. Je pense que les psychiatres, en l'occurrence, savaient que je serais attentif à pas faire tout à fait n'importe quoi. Par exemple, à essayer de ne pas filmer des patients qui seraient trop mal, qui ne seraient pas capables, dont je pouvais penser qu'ils ne seraient pas capables de dire oui ou non, d'être conscient de ce qu'implique le fait d'être filmé. J'aime pas filmer des gens à leur insu. Et si vous filmez en psychiatrie quelqu'un qui est très délirant, vous allez filmer cette personne peut-être un peu à son insu ou à son détriment. Et l'équipe soignante a bien perçu que j'essaierai de respecter ça. Επόμενη ερώτηση. Νομίζω εσείς μου κάνατε νόημα, εσείς ή όχι? Ναι. Μισό λεπτάκι να σας φέρουν ένα μικρόφωνο. Μισό λεπτό. Ναι, γεια σας. Να ρωτήσω κάτι για τον κινηματογράφο. Είναι γνωστοί οι αγώνες που έκαναν οι Γάλλοι σκηνοθέτες, οι Γάλλοι κινηματογραφιστές, για να θεωρηθεί ο κινηματογράφος πολιτιστικό αγαθό και όχι εμπόριο όπως παλεύανε χρόνια οι Αμερικάνοι σε διάφορα φόρουμ. Σε έναν βαθμό έχει επηρεαστεί και ο ελληνικός κινηματογράφος για μια περίοδο, ο σκεπτόμενος ελληνικός κινηματογράφος, από αυτή τη γαλλική πρωτοπορία. Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες στη Γαλλία ή έχει επικρατήσει το εμπόριο οι νέοι κινηματογραφιστές να μπορούν αυτά που σκέφτονται να κάνουν ταινίες. Ευχαριστώ. Alors, une question qui concerne le cinéma plutôt et pas la psychiatrie. On sait bien que les réalisateurs français, ils ont vraiment donné une lutte pour que le cinéma soit culturel et pas un produit commercial. Est-ce que, au contraire, aux États-Unis, par exemple, on voit que le marché du film est vraiment très différent, il y a une autre mentalité et c'est beaucoup plus commercial qu'un produit qui avance la culture. Est-ce que vous pensez que maintenant, les jeunes réalisateurs en France, est-ce que vous pensez qu'ils ont les mêmes ambitions ou est-ce que c'est toujours possible en France de faire un cinéma culturel et pas commercial ?
Je peux simplement dire que, quand même, le cinéma dit d'auteur, le cinéma et le documentaire, ces dernières années en France ont connu le cinéma documentaire a connu un formidable essor dans les salles. Il y a en France, ces dernières années, entre 120 et 140 documentaires qui sortent chaque année au cinéma. C'est énorme. Presque 3 par semaine à Paris. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent au monde. C'est presque, il ne faut pas le dire, mais c'est presque trop, au sens où ces films se font concurrence entre eux d'une certaine façon. Alors, tous ces films ne font pas forcément des succès. Il y en a qui font très, très, très peu d'entrées. 500, 1000 entrées, 2000 entrées, quand d'autres font 100 fois plus de spectateurs, pour certains. Mais donc, aujourd'hui, il y a cette réalité-là. Ça ne veut pas dire que tous ces films sont non plus financés simplement, facilement. Il y a des films qui se tournent avec des moyens vraiment très minimes. Il y a toutes sortes de... Dans le champ du documentaire, il y a aussi, comme en fiction, des films riches et des films pauvres. Hein. Il y a tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est visible. Le documentaire, ça existe. Ça n'est plus, comme autrefois, une chose complètement ignorée. Les gens savent un peu mieux ce que c'est. Les gens savent qu'il y a les documentaires qu'on voit à la télé, qui sont souvent qui obéissent à un formatage, bien souvent, et puis des films documentaires plus libres, des écritures, des films plus singuliers. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais... Η επόμενη ερώτηση, νομίζω, εσείς. Χαίρετε. Πώς αποφασίζετε τη διάρκεια των ταινιών σας? Comment vous décidez pour la longueur, la durée de votre film, de vos films? C'est pas une décision d'en haut comme ça, c'est dans le travail du montage. Tout d'un coup, le film doit trouver sa bonne durée. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que comme je ne fais pas mes films en priorité pour la télé, mais pour le cinéma, j'ai une belle liberté de ce côté-là. Je ne subis pas de pression. Si vous faites un film pour la télévision, on va vous dire c'est 52 minutes, ou c'est 1 heure, ou c'est... pour le cinéma, vous avez plus de liberté. Et moi, il m'arrive de faire un long métrage court, 70 minutes, ou à l'inverse, 2 heures et quelques. C'est le film qui lui-même impose sa durée, je dirais. Έχουμε χρόνο για μία τελευταία ερώτηση. Νομίζω εσείς θέλατε. Περιμένετε το μικρόφωνο. Γεια. Μπορεί να είναι λίγο ναΐβη ερώτηση, γι' αυτό τρέπαμε. Αναρωτιόμουν σχετικά με τη σχέση του αυτοσχεδιασμού, της ειδικής βάση περιπτώσει του τίτλου και της ειλικρίνειας. Και σκεφτόμουν ότι εφόσον δεν είναι ταινία μυθοπλασίας, στις ταινίες μυθοπλασίας συνήθως ζητάμε απαραίτητα ειλικρίνεια, στα ντοκιμαντέρ, κατά την άποψή του, βλέπουμε την πραγματικότητα αυτών που παρατηρούμε ή την πραγματικότητα του δημιουργού την ώρα που παρατηρεί και ποιο είναι το balance και πώς το...
Και τη σχέση ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό και την Και ειλικρίνεια. την ειλικρίνεια, ναι, και το τι συμβαίνει, ας πούμε, backstage και το πώς, κατά πόσο. Une question sur la relation entre l'improvisation, comme improviser, l'improvisation c'est aussi le titre de ce masterclass, l'improvisation et la réalité, le côté ce qu'on voit dans ce film. Est-ce que c'est la réalité du réalisateur? Est-ce qu'il y a une sincérité, une honnêteté, ou c'est le côté des soignants, par exemple? C'est votre point de vue ou le point de vue des soignants? C'est ce que vous voulez montrer? Est-ce que vous êtes vraiment honnête, direct, vous improvisez sur ce que vous voyez, ou est-ce que c'est vous qui, d'une manière, montrez la réalité, le côté que vous voulez? Vous parlez du film sur l'Adamant? Μιλάτε συγκεκριμένα για τον Αδάμαντα ή γενικώς? En général. En général. Vous savez, si vous mettez au même endroit, au même moment, plusieurs cinéastes, vous aurez autant de films qu'il y a de cinéastes. Filmer le réel, raconter ce qu'on voit, c'est toujours le relire, le réinterpréter, le réinventer. Filmer le réel, c'est le réécrire. Raconter le réel dans un livre, c'est le réécrire. C'est toujours une réécriture, une réappropriation. C'est mon regard, c'est pas celui des soignants, c'est pas celui des patients, c'est mon regard. J'ai filmé, j'ai décidé de mettre la caméra ici ou là, de filmer cette situation-là, de ne pas filmer celle-là, voilà. Les personnes que je filme viennent me raconter ce qu'elles ont envie de me raconter à moi. Bref, c'est mon regard, il est assumé, il est subjectif, il est partial. C'est pas le réel, c'est le réel tel que je l'ai réécrit, tel que je l'ai recomposé, réinventé. C'est toujours ça un documentaire. Même ceux qui disent non, c'est un film d'observation, j'étais à la distance, c'est toujours... Certains fera des plans séquences, un autre fera des plans caméra à l'épaule, et le troisième, etc. On réécrit toujours le réel. Et la présence d'une caméra provoque des choses. Elle provoque des réactions, elle donne envie à certains. Souvent, les gens, je reviens un petit peu à la psychiatrie, souvent les gens disent « mais est-ce que les personnes que vous filmez ont accepté facilement d'être filmées ou... » Oui, beaucoup d'entre elles ont accepté. Pourquoi? Parce que les gens se sentaient considérés. Tout d'un coup, les personnes qui sont en psychiatrie sont, vous savez, vous l'imaginez bien, se sentent toujours stigmatisées. On les soupçonne d'être dangereuses, violentes. Il y a tout un tas de clichés qui pèsent sur les gens qui ont des troubles psychiques. On se méfie d'eux, ils font peur, etc. Ce sont des gens qu'on ne veut pas voir, qui sont invisibilisés. Et voilà que si un cinéaste vient avec une caméra pour essayer de recueillir et d'entendre, d'écouter ce que ces gens ont à dire, ces personnes se sentent valorisées, considérées. Ah, tiens, on s'intéresse à nous, à ce qu'on peut raconter alors qu'on est si souvent écarté. Mais bon, voilà. Alors, je reviens une fois encore à ça. Pourquoi improviser est éthique
ont quelque chose à voir pour moi. Parce qu'il ne s'agit surtout pas d'arriver comme celui qui sait déjà d'avance ce qu'il faut dire, ce qu'il faut montrer sur les gens qui sont là en les filmant. Mais au contraire, il s'agit de ne pas prendre trop d'avance sur les spectateurs, d'être, je dirais, de se mettre au diapason, d'être à l'écoute de celles et ceux que je viens filmer, d'être capable de se modifier, d'être capable de s'adapter, de laisser la place à tout ce qui peut venir et qui n'était pas prévu. Le documentaire, c'est un cinéma qui ouvre ses portes à l'imprévisible, à la surprise, à l'imprévu. Ça, c'est magnifique. Quand des choses surgissent qui n'étaient pas prévues et qui viennent vous modifier, qui viennent vous obliger à faire un peu autrement, qui viennent vous dérouter, vous déranger. Et peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie ces dernières années de revenir en psychiatrie tant d'années après avoir fait un film là, c'est que on rencontre en psychiatrie des gens qui vous empêchent de vous endormir, qui vous empêchent de, comment on dit, vous reposer sur vos lauriers, qui vous empêchent de... Parce que on y rencontre des gens qui vous surprennent, vous déroutent, vous dérangent, parfois vous font peur, vous inquiètent, vous donnent à réfléchir, vous donnent à comprendre des choses auxquelles on aurait, ou à percevoir des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, de par leur singularité, leur étrangeté, qui vous donnent oui, parce que la psychiatrie, c'est une loupe sur le monde, et qui vous donne à voir le monde un peu différemment, qui vous stimule, qui vous réveille, qui vous électrise. Et c'est bien pour un cinéaste d'être un peu secoué quand les choses vous résistent, qu'elles ne tombent pas dans votre bec comme ça, spontanément. Je crois que c'est une très belle conclusion. Tu veux dire quelque chose? Merci. Je voulais juste ajouter à tes nécessités éthiques quelque chose que j'ai pas trop entendu aujourd'hui et qui me semble pourtant être excessivement important pour toi. Je pense à deux choses. Par exemple, quand tu es venu la première fois sur l'Adamant, raconter que tu avais envie de faire un film et que tu nous disais que tu ne savais pas trop sur quoi, tu savais au moins une chose. Tu disais, j'ai envie de faire un film avec les passagers. J'ai pas envie de filmer trop les réunions de soignants, par exemple. C'est-à-dire que ça me fait associer sur ces décisions, tes choix de ne pas montrer certaines choses, de ne pas filmer certaines choses, qui éthiquement sont aussi importants et relèvent aussi d'une responsabilité qui est très importante aujourd'hui, à contre-courant du tout visible. Et deuxièmement, une autre dimension qui me semble très importante dans ton travail, c'est la place à laquelle tu mets celles et ceux avec qui tu instaures une relation de confiance et que tu vas filmer, qui deviennent donc des personnages, qui sont des places actives, puisque de toute façon, ils deviennent un peu l'objet du cinéaste, structurellement parlant, mais tu les mets dans une place pour qu'ils soient acteurs, participants actifs. Et il me semble, c'est eux qui vont t'apprendre, et il me semble que c'est la même relation que tu instaures avec le spectateur. C'est-à-dire, tu ne nous dis pas quoi penser,
puisque nous aussi, on est dans une position active. Tu nous proposes ton expérience, qui est le résultat de tes relations, qui reflètent ces rencontres, et que tu estimes que nous aussi, on va pouvoir faire un trajet, on va capter certaines choses. Enfin, c'était ces deux dimensions-là que j'entends, que je vois, et que je voulais te ressouffler. Oui, ou partager. La question que tu soulèves, c'est, enfin, à quelle place un film met le spectateur? Parce que c'est pas seulement un film, c'est pas seulement une relation binaire, filmeur-filmé. C'est aussi, il y a trois composantes. Il y a les spectateurs. À quelle place est-ce qu'on assigne les spectateurs quand on fait un film? Il y a des films, c'est un autre cinéaste, André Labarthe, qui disait ça, un mauvais film, c'est un film qui n'a pas besoin de moi. C'est-à-dire un film qui passe au-dessus de la tête des spectateurs, qui se fiche de savoir à quelle place mettre le spectateur. Et en effet, pour moi, c'est une question importante, non pas au sens où je me dirais, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire aux spectateurs? C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est plutôt cette idée que, à travers moi, c'est aux spectateurs que celles et ceux que je filme, d'une certaine manière, viennent s'adresser, viennent apparaître sur l'écran. J'associe à encore une chose, c'est, tout à l'heure j'ai évoqué la question de l'après. Qu'est-ce qu'on laisse aux personnes qu'on filme? Cette question, elle est importante pour une raison que je n'ai pas dite, que je veux dire aussi ici, c'est que filmer, c'est toujours enfermer. Je vous filme, je vous enferme. Je vous enferme dans l'espace, dans le cadre. Il y a, tu l'as dit, ce qu'on filme et ce qu'on ne filme pas. Ce qu'on ne filme pas parce qu'il faut laisser des choses en dehors. Il faut laisser de la place à l'imaginaire du spectateur. Il faut permettre au spectateur de s'investir dans le film lui-même. Il faut lui faire une place pour qu'il puisse réfléchir à partir de ce qu'il voit et de ce qu'il ne voit pas. Mais filmer, c'est enfermer, je l'ai dit, dans l'espace et aussi dans le temps. Je vous filme à un moment précis. Vous allez changer, vous allez grandir, vous allez vieillir, vous allez... mais je vous aurai pris, capturé, si j'ose dire, à un moment très particulier. Et on revient à la question de la responsabilité. À quel moment j'ai filmé telle personne? Et pourquoi je l'ai fait? Et qu'est-ce qui va lui rester de ça? Question compliquée. Je crois qu'on va être obligé d'arrêter là pour renseigner le public. Linda, qui est intervenue, est la complice et compagne, je crois, de Nicolas. Et c'est pour ça qu'elle a un point de vue très proche. Et comme elle est aussi psychanalyste, elle est capable aussi d'analyser. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Merci beaucoup. Merci.